Bonsoir Claire. Bonsoir Lise. Alors ce soir, nous avons beaucoup envie de rire, mais nous avons aussi envie de vous parler d'obéissance. Et c'est un sujet qui te tient à cœur, Claire, et tu voulais en parler. Alors explique pourquoi. Donc, effectivement, il y a un peu plus d'1 an, il y a eu une seule parole présidentielle et notre réalité a complètement changé. Donc, on s'est retrouvés tous au garde à vue, au garde à vous, en garde à vue, mais on était en fait, en vrai, on était en garde à vue chez nous, on était emprisonnés chez nous. Et puis, on était à 1 mètre de distance. Et puis, on a commencé à mettre des masques. Et puis, on attendait de savoir quand on allait être libéré. Et puis, quelles allaient être les conditions de notre libération. Et 1 an plus tard, on vit toujours dans un monde qui perd petit à petit son humanité. On perd nos sourires. On est transformé en zombies. On perd notre visage humain. Et puis, on a de moins en moins de contacts, de moins en moins de rencontres. Et donc, je me suis vraiment demandé ce qui s'était passé, parce que finalement, notre réalité n'avait pas vraiment changé dans le sens où il n'y avait pas des cadavres qui jonchaient les rues, mais notre monde a complètement basculé dans une autre réalité. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à plusieurs, Lise et moi, on a essayé de réfléchir à plusieurs choses qui pouvaient expliquer. Et la première, on s'était dit, c'est déjà la peur. On nous a fait peur. Donc, on nous a fait peur de mourir. Nous a fait peur de mourir en égrénant le nombre de morts, les conditions de la mort, 24 heures sur 24, à la même heure. Il y avait les nouveaux chiffres des morts qui tombaient. Et puis, pour d'autres, c'était la peur des amendes, de se retrouver dans une société avec des policiers qui étaient là avec des armes, qui étaient quand même très armés. Donc, c'était impressionnant. Il faut quand même se rappeler qu'en 2020, on pouvait aller en prison pour se balader 3 fois dans la forêt, si on tombe 3 fois sur des gendarmes. Donc, notre réalité a complètement changé. Et quand c'est comme ça, on se retrouve en mode survie. C'est le cerveau reptilien qui prend le dessus. Et notre néocortex, là où il y a le siège de l'empathie, où il y a le siège de l'anticipation de l'action, de la prise de recul, est complètement anéanti quand on a notre cerveau reptilien. Donc, soit la peur des gendarmes, soit la peur du virus. On était tous dans la peur. Et on avait du mal à prendre du recul. Par exemple, on avait du mal à se demander finalement ça va être quoi l'impact de passer 2 mois enfermé dans un appartement, à regarder beaucoup de jeux vidéo. Ça va être quoi l'impact des masques? C'est quoi l'impact si le cerveau est moins bien oxygéné? Comme dans Huxley, Le meilleur des mondes. Ma fille est en train de le lire et elle me disait que les enfants les plus bas dans les échelles sociales, qui sont dans des utérus artificiels, on leur met moins d'oxygène que les autres. Donc, quel est l'impact? Est-ce qu'on a pris le temps de se poser la question de quel va être l'impact sur nos enfants et sur nous-mêmes d'avoir un cerveau moins oxygéné? De respirer aussi des particules de plastique dans ces masques. Et je crois qu'on nous a fait peur sur du court terme, en fait. Sur du court terme, on risquait tous de mourir. Et quand c'est sur du court terme, en fait, on est prêt à accepter de perdre de la santé sur du long terme parce que c'est le court terme qui compte. Ensuite, la deuxième chose qui a fait qu'on a obéi, c'est la culpabilisation. On nous a fait culpabiliser. Alors, le pouvoir politique, médiatique, tout ce qu'on voudra, a imposé une règle du jeu inédite. D'un seul coup, on devient responsable de la santé des autres. Par exemple, un directeur de maison de retraite va se sentir responsable s'il y a un cluster, parce qu'on a en plus changé les mots, un cluster dans sa maison de retraite. Donc, il aura peur qu'un cluster apparaisse dans sa maison de retraite, mais il ne va pas se poser de questions sur ce qui va se passer pour les personnes âgées, si elles meurent d'isolement ou si elles sont tristes, ou même si elles vont finalement risquer d'en mourir aussi. Ouais. Et il peut préférer respecter le protocole parce qu'au moins, s'il respecte le protocole, on ne pourra rien lui reprocher. S'il y a un cluster, il va se sentir coupable. Et Marshall Rosenberg l'explique très bien, c'est que quand on se sent coupable, on ne peut pas se centrer sur l'autre, on ne peut pas être en empathie. On est centré sur soi. Mince, il y a quelque chose que j'ai mal fait. Par exemple, les enfants qu'on punit, qu'on humilie,
quand ils font quelque chose, quand ils tapent leur ami, ils vont ressentir de la honte. Ils vont pas pouvoir ressentir l'émotion qui est humaine et naturelle et bienfaitrice, qui est la culpabilité saine qu'on ressent quand on a fait du mal à son enfant. L'enfant va être en honte, va ressentir de la honte d'être grondé et ne peut pas se connecter à ce qu'il a fait, à l'impact de ce qu'il a fait sur l'autre. Alors la réalité, c'est quoi? C'est ça notre boussole intérieure. C'est de pouvoir se connecter à ce qu'on ressent vis-à-vis de ses comportements. Ils ont utilisé cette culpabilisation à plein de niveaux. Par exemple, Véran, un jour où les députés n'avaient pas voté exactement comme il avait envie, il est rentré dans l'hémicycle en disant qu'il avait vu des gens de 35 ans souffrir du Covid et sous-entendu, c'est à cause de vous, si vous ne votez pas cette loi, qu'il y a des gens qui vont mourir. Les députés ont revoté et ils ont voté la loi que le gouvernement voulait qu'ils votent. Alors, c'est compliqué cette histoire de culpabilisation parce qu'en vrai, ça exploite la saine empathie humaine. C'est-à-dire qu'il y a une saine culpabilisation. C'est-à-dire si je fais du mal à quelqu'un, ça me met très mal en fait. Pour tous les humains, c'est très douloureux de se rendre compte que ce qu'on a fait à un autre a pu lui faire du mal. On détesterait tous prendre notre voiture et blesser un enfant ou un adulte. On déteste tous ce genre de choses. Donc ça, c'est la saine culpabilité. Sauf que là, on nous fait culpabiliser sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Alors comme on peut bien sûr pas être assuré qu'il n'y aura jamais de cluster, on va se raccrocher sur le protocole et on applique le protocole parce qu'au moins comme ça, on ne pourra rien nous reprocher. Ouais. Et une des conséquences de la culpabilisation, c'est qu'on va avoir envie du coup d'être quelqu'un de bien. Pour se couper de cette culpabilisation, on va avoir envie d'être sauveur, d'être quelqu'un de bien. Et le pouvoir appuie sur le sauveur, appuie sur le sauveur à l'intérieur de nous. Je mets mon masque pour sauver des vies. Je me confine pour sauver des vies. Voilà. Il y a eu aussi toute une propagande, donc des messages diffusés 24 heures sur 24 qui créent une sorte d'hypnose et puis qui disent, dans le même message, il y a tout et son contraire. Par exemple, on nous dit vaccinez-vous pour protéger les autres et en même temps, on n'est pas sûr que le vaccin empêche de transmettre le virus. On nous dit tout et son contraire. Ce qui fait que chacun va pouvoir se raccrocher, comme on écoute un flot d'informations non-stop, chacun va se raccrocher à ce qui le rassure. Voilà, moi, je me vaccine pour protéger les autres. Ou quand on nous dit, par exemple, on va suspendre le vaccin AstraZeneca, mais que les personnes se rassurent, ceux qui ont été vaccinés avec AstraZeneca ne courent aucun danger. Donc, ceux qui n'ont pas été vaccinés, ils vont se raccrocher à la première partie de la phrase. C'est bon, le gouvernement prend soin de moi. Et puis, si j'étais vaccinée avec AstraZeneca, je me dis, ah bah c'est bon, je ne cours aucun danger. Voilà. Et il y a aussi quelque chose qui, à mon avis, est difficile. Enfin, quand je vois autour de moi, il y a quelque chose qui est difficile à prendre en compte, c'est d'accepter cette idée que peut-être le gouvernement pourrait ne pas être bon pour nous. Et beaucoup d'entre nous restent dans le déni. Depuis qu'on est tout petit, on entend mais en France c'est super, c'est pas comme en Afrique du Sud où il y a l'apartheid. En France on a de la chance. C'est pas comme à la Deuxième Guerre mondiale où il y avait les Juifs qui étaient dans des ghettos. Maintenant on a dépassé tout ça. Le gouvernement il est bon pour nous. On a vraiment été biberonnés avec ça. Et on a du mal à se dire qu'il y a peut-être un problème quand même. Et notamment, moi, j'ai entendu une femme dire, moi, je suis allée, elle disait qu'elle était allée au centre de vaccination. Et en fait, elle a commencé à lire les effets secondaires du vaccin. Et puis, elle a dit qu'elle s'était arrêtée tout de suite parce que ça lui faisait trop peur. Donc, elle a arrêté de lire et elle est allée se faire vacciner. Voilà. Donc, je crois qu'un des problèmes, c'est qu'on reste dans le déni. Parce que si jamais on se dit qu'il y a peut-être un problème, il faut qu'on change complètement notre vie et on n'a pas forcément envie de changer complètement de vie.
Et toutes ces histoires d'obéissance, ça prend racine dans l'enfance. En vrai, ça vient de l'enfance. Ouais. Et parce que quand on était petit, en fait, pour un petit enfant, s'il n'obéit pas à son parent, il peut avoir peur de perdre l'amour de ses parents. Et pour lui, c'est un danger de mort. Si mes parents ne m'aiment pas, ils pourraient m'abandonner et je pourrais être en danger de mort. Donc pour un enfant, c'est une question de vie ou de mort d'obéir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un danger à ne pas obéir. Il y en a qui risquent de fermer leur magasin, ou on peut se retrouver avec des amendes. Ouais. Mais on ne meurt Mais, pas. Mais ça vient réveiller cette peur de ça vient l'enfant. réveiller cette Si peur. j'obéis pas, je vais mourir. Ouais, ça vient vraiment réveiller cette peur. Voilà. Et on peut se poser la question de est-ce que j'ai la permission d'être en colère? Parce que est-ce que quand j'ai été enfant, j'ai eu la permission d'être en colère, de ne pas être d'accord avec ce qui se passait? Parce que si on n'a pas accès à la colère, on ne peut pas penser par soi-même, on ne peut pas penser non. Voilà ce que j'avais un petit peu envie de dire. Et là, on se retrouve vraiment dans une situation où, sous prétexte d'éradiquer la mort, on est en train d'éradiquer toute forme de vie. Et c'est vrai qu'on peut tout justifier, on pourra tout justifier avec des chiffres, mais la question qu'on a besoin de se poser individuellement et collectivement, mais d'abord individuellement, c'est dans quel monde on a envie de vivre? Est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde de punition et de récompense pour nous contrôler? Ou est-ce qu'on a envie de vivre dans un autre monde où on va être guidé par notre cœur et vers quoi c'est notre être intérieur qui va nous guider vers où on a envie d'aller. Voilà. Et moi, à chaque fois que je pense à l'obéissance, je repense à Papon qui disait qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres quand on lui avait reproché. Donc évidemment qu'à un certain niveau, on va obéir aux lois, on va avoir tendance à obéir aux lois de notre époque, mais rien ne nous dit que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y aura pas des procès sur tout ce qui se passe aujourd'hui et que finalement, il y a un moment où, comme disait Gandhi, quand l'État devient corrompu, la désobéissance civile devient un devoir sacré. Ouais. Oui, ce qui est légal n'est pas nécessairement, comment on dit, mince, je trouve plus le mot. Ce qui est légal n'est pas Forcément légitime. Légitime, voilà. Ouais, Ce c'est qui est légal légal. n'est pas forcément légitime et ce qui peut me guider au-dessus des lois, c'est ma conscience. Mm, Parce que qu'est-ce que ça veut dire? J'entends aussi des personnes dire je suis légaliste. Oui, mm, mais si, comme pour Papon, ce sont des lois qui sont criminelles, alors à ce moment-là, il me reste ma conscience pour savoir si je vais souscrire ou pas à cette loi, m'y plier ou pas. mm. Et s'il ne reste pas la conscience, alors je peux faire n'importe quoi. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, on entend on n'a pas le choix. En fait, on n'a pas le choix. On obéit parce qu'on n'a pas le choix. Mais on a besoin de se rappeler que chaque humain a son libre arbitre. Et, qu'on a toujours plus de choix qu'on imaginait, qu'on imagine. Mm. Voilà. Puis moi, je terminerai juste en citant une phrase qui me reste d'un livre que j'ai lu, dont je connais pas l'auteur, mais qui résume toute la situation dans laquelle on est. C'est le mal, c'est le bien qu'on impose aux autres. Le mal, c'est le bien qu'on impose aux autres. Merci beaucoup, Claire. Voilà.